Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 421e rencontre Vlil. Et justement, ce début d'année, alors que la rentrée littéraire commence à se dessiner ses lignes de force et ses promesses, nous avons choisi de prendre le temps d'écouter celles et ceux qui, en amont des tables et des vitrines, façonnent passionnément et patiemment les livres à venir. Alors ce soir, il n'est pas question de volume ni de fracas, mais de regard, de choix et d'engagement. Nous verrons défiler toutes les 15 minutes les éditions Bruno Doucet, les éditions Philippe Ray, les ateliers Henri Dougier, la Contralée, les éditions du Sonneur, Bouclard et Mont Métallifère qui vont composer cette traversée singulière de la rentrée à venir. Cette maison d'édition indépendante, cette manière d'habiter la littérature, de lui faire confiance, d'accompagner des textes qui cherchent leur juste place dans le monde. Alors 15 minutes aussi, chacune pour faire apparaître une rentrée encore en devenir, des lignes éditoriales en mouvement, des intuitions, parfois des prises de risques, et que cette soirée donc soit un espace de circulation et d'écoute, une manière de commencer l'année sous le signe de la curiosité et de la fidélité, puisque tous sont déjà venus dans ces rencontres-là, et que 2026 s'annonce pour ces maisons, comme pour nous tous, riche de lectures exigeantes, libres et profondément vivantes. Une belle année et une belle et heureuse année à tous. Je suis ravi de vous revoir, de revoir tous ces visages et revoir ces maisons d'édition qui vont, et ces éditeurs, ces éditrices qui vont vous parler de cette rentrée littéraire 2026. Et on va donc commencer avec les éditions Bruno Doucet avec Bruno Doucet himself. C'est à toi, Bruno. Oui, bonjour, bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous et meilleurs vœux. Pour nous, cette année, évidemment, sera poétique ou ne sera pas, hein. On pense que la poésie, elle doit jouer une place majeure dans le monde dans lequel nous vivons. Elle doit apporter sa petite contribution lumineuse, nous aider à ne pas perdre pied et sens dans les réalités qui sont les nôtres. Alors, c'est une année qui va débuter avec d'abord un livre que j'avais eu l'occasion de publier en 2008 aux éditions Séguer. C'est un livre de Maram Al-Masri, la poétesse syrienne. Maram Al-Masri. Elle nous vient effectivement de Syrie. Elle vit en France depuis plusieurs décennies. Elle écrivait autrefois la liberté ou l'espérance que portait un monde libre en Syrie. Le livre que nous rééditons s'intitule, alors ce n'est pas celui-ci, Elle va nu la liberté, ça c'est un livre de Maram qui paraîtra au mois de mars, mais en janvier nous rééditons un beau livre bleu, titre blanc, qui s'intitule Je te menace d'une colombe blanche. Voilà, deux mots pour vous dire quand même que Maram Al-Masri, c'est l'une des très grandes voix de la poésie du Moyen-Orient. Nous la publions en édition bilingue arabe-français. Ce sont de courts poèmes qui évoquent le temps comme je le disais tout à l'heure, d'une Syrie ensoleillée, libre. On y retrouve la jeunesse qui se croise sur la corniche, à l'Attaquié, au bord de la Méditerranée. Et puis, l'on voit aussi apparaître dans ce livre de jeunesse les premières amours, les premières espérances, les premières trahisons aussi, et l'ombre qui va finalement peu à peu se déplacer sur l'existence de Maram Al-Masri, qui connaîtra un exil en France, un exil plutôt douloureux. Mais c'est vraiment le livre de jeunesse de Maram que nous rééditons ici en édition bilingue. Je te menace d'une colombe blanche. On aurait envie que le monde entier prononce cette phrase qui est quand même voilà, porteuse d'une belle espérance. Janvier, c'est aussi pour nous le mois du Printemps des Poètes. Nous anticipons un peu ce Printemps des Poètes. La 28e édition du Printemps des Poètes sera consacrée au thème de la liberté et nous avons décidé de faire paraître notre traditionnelle anthologie Printemps des Poètes à la fin du mois de janvier, très précisément le 28 janvier. Le livre s'intitule Liberté, visa pour un monde ouvert. C'est une anthologie que j'ai moi-même élaborée avec la complicité très active d'Ariane, qui prendra la parole dans un instant, Ariane Le Fauconnier. Et c'est une anthologie qui, Ariane vous le dira mieux que moi, scande la liberté
dans toutes ses dimensions. Peut-être, Ariane, peux-tu nous faire un petit descriptif de ce livre? Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Donc, liberté visa pour un monde ouvert. Donc, la liberté, évidemment, c'est le thème du Printemps des poètes. Et j'avoue on était très contents cette année de cette thématique parce qu'elle correspond tellement à notre catalogue. Des titres qui parlent de liberté, on en a à foison. Il y a même le mot dans plusieurs titres de livres qu'on a publiés précédemment. Alors, on a eu envie d'ouvrir cette liberté le plus largement possible. Pour ce faire, on a publié donc 120 poètes et poétesses. En réalité, c'est plutôt 120 poétesses et poètes qu'il faudrait dire, puisqu'il y a une majorité de femmes, de poétesses qui composent cette anthologie. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire très rapidement les 12 titres de chapitres que nous avons choisis pour décliner cette liberté. Donc, on va avoir un chapitre intitulé Je suis comme je suis. Ensuite, avec nos semelles de vent, le pain de la liberté, libertaire, libertaire, amour, censure, non merci, ce que me dicte ma conscience, liberté, mais cette fois-ci le mot est rayé, puisqu'il s'agit de la privation de liberté, femme, vie, liberté, avec évidemment les poétesses iraniennes, mais pas que, nos corps, nos choix, cette lumière dans la poitrine, pour dire aussi la liberté intérieure, la dimension peut-être plus intimiste, plus philosophique de la liberté, et enfin, celles et ceux qui disent non. Et pour finir, on ne peut plus rien dire, mais si, pour évoquer la liberté d'expression qui est tellement précieuse, tellement importante de préserver par les temps qui courent. Voilà, vous dire que, évidemment, dans cette anthologie, il y a des poètes et poétesses que vous connaissez, que vous avez déjà croisés chez nous, mais aussi voilà, on est allé chercher des surprises, des trouvailles, et on a refait quelque chose qu'on avait fait l'an dernier pour l'anthologie de nos 15 ans, et qui nous avait réjoui et qui, je crois, avait beaucoup plu aussi aux lecteurs, c'est que chaque chapitre s'ouvre avec un texte en édition bilingue. Donc, vous aurez 12 langues avec 12 textes en édition bilingue à chaque ouverture. Et c'était une manière, évidemment, aussi pour nous de rappeler que la liberté, c'est aussi cette liberté des langues qui se croisent, des pays qu'on traverse librement et des cultures qu'on découvre à travers la poésie. Voilà, puis il y a aussi une préface de Bruno. Et peut-être tu peux nous dire un mot des dessins aussi, Bruno, qui vont être Mais présents oui, dans on a l'anthologie. aussi 12 dessins, 12 frontispices. En ouverture de chacun des 12 chapitres, un dessin inédit, original, d'un immense artiste, Serge Bloch. Alors, Serge Bloch est très connu dans le monde de la jeunesse parce qu'il est, par exemple, le père de Sam, de plusieurs personnages très connus des enfants. Mais il est aussi très connu dans le monde anglo-saxon parce qu'il a pendant des années et des années signé des dessins dans le Washington Post ou dans le Times, dans le New York Times, etc. Voilà, donc c'est un artiste, on va dire, d'envergure internationale qui nous a, voilà, qui a mis son talent à notre disposition avec 12 dessins d'une fantaisie extraordinaire qui donne un caractère extrêmement ludique, joyeux à cette anthologie un peu hors norme. Et Ariane, on ne ferait pas entendre un texte de cette anthologie, Ouais, moi, hein? il y en a un que j'aimerais beaucoup que tu lises, si tu en es d'accord. C'est le texte formidable de Jean Malrieux qu'on aime tellement. C'est un texte qui s'intitule Levé en masse. Ne serait-ce qu'une fois, si tu parlas de liberté, tes lèvres, pour l'avoir connue, en ont gardé le goût du sel. Je t'en prie par tous les mots qui ont approché l'espoir et qui tressaillent, sois celui qui marche sur la mer, donne-nous l'orage de demain. Les hommes meurent sans connaître la joie, les pierres au gré des routes attendent la lévitation. Si le bonheur n'est pas au monde, nous partirons à sa rencontre. Nous avons pour l'apprivoiser les merveilleux manteaux de l'incendie. Si ta vie s'endort, risque-la. C'est formidable de débuter cette année avec ces deux phrases clés qui sont comme des sésames, comme des petites pierres magiques qu'on peut emporter avec soi tout au long de cette année 2026. Si le bonheur n'est pas au monde, nous partirons à sa rencontre. Moi, je trouve cette phrase sublime. Et puis, bien évidemment, la dernière, si ta vie s'endort, risque-la.
Je crois que ça, c'est ce qu'on a envie de dire à tous les gens que l'on aime autour de soi. Alors, on va peut-être passer au mois de février, Ariane, avec Ouais, deux titres. oui, je vais commencer avec le titre de Marie Pavlenko qui s'appelle Les pieds dans la nuit. Marie Pavlenko, son nom vous est peut-être familier, soit parce que vous l'avez lu en tant que poétesse, puisqu'il y a 2 ans, on avait fait paraître La Main Rivière, qui était son premier recueil, soit parce que vous l'avez lu en roman jeunesse, en roman ado. Elle a écrit notamment des textes comme Et le désert disparaîtra, Je suis ton soleil, Un si petit oiseau chez Flammarion, ou encore plus récemment Traverser les montagnes et venir naître ici, un très beau roman paru aux Escales, cette fois-ci dédié à un lectorat adulte. Et avec Les pieds dans la nuit, elle revient à la poésie pour traiter des thématiques à la fois intimistes, puisqu'elle parle du rapport au corps, du rapport au corps qui vieillit aussi, passé la cinquantaine. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme? Qu'est-ce qu'on fait du désir? Qu'est-ce qu'on fait de cette envie brûlante de vivre qui est plus que jamais présente? Mais aussi des textes plus politiques, plus marqués par les sujets qui traversent notre société, l'accueil de l'autre, la pauvreté aussi, tout ce qui se passe en fait dans le monde de la nuit, elle va aller explorer ces rues, ces campagnes, ces villages dans lesquels on entend parfois des violences conjugales qui se passent derrière des portes, on voit des silhouettes passer, des gens qui essayent de traverser une mer alors que c'est la nuit profonde, des jeunes filles qui vont se prostituer. Voilà, autant dans La Main Rivière, son premier recueil, elle était sur une œuvre qui était encore très marquée par les combats écologiques et aussi la contemplation de la nature. Là, on est vraiment dans une dimension qui est quand même plus urbaine et où elle va aller traiter en poésie des thématiques beaucoup plus dures. Et en même temps, elle le fait avec cette générosité, cet amour du vivant, cette empathie magnifique, qui est vraiment ce qui est représentatif de l'ensemble de son travail. Et elle termine avec un texte, un long poème fleuve, où elle dit: Je suis celle qui. Et dans ce texte, elle fait entendre sa voix à elle, bien sûr, mais c'est une voix qui devient multiple. On a l'impression que c'est une polyphonie de femmes qu'on entend. C'est absolument sublime. Et je pense que la phrase de Malrieux, si ta vie s'endort, risque là, c'est vraiment une phrase qu'elle aurait pu écrire aussi. Voilà, donc on est très heureux de l'accueillir à nouveau à ce moment de liberté que va être le printemps des poètes. Alors, second titre publié en février, un livre de l'écrivain et poète belge Karl Norak, intitulé Le livre de la lueur. Karl Norak, peut-être le connaissez-vous. Il est d'abord une des très grandes voix de la littérature jeunesse en Belgique. C'est quelqu'un qui a dû écrire plus de 100, 120 livres pour les enfants et albums de toutes sortes en Belgique et puis chez des éditeurs français parmi les meilleurs. C'est quelqu'un, Karl Norak, qui a été le, le poète national il y a 2 ou 3 ans en Belgique. Car la Belgique, parfois, n'a pas de gouvernement, mais a toujours un poète national. Donc, ça a été le cas de Karl il y a quelques années. Avec ce livre de la lueur, Karl Norak euh, questionne justement ce qu'est la lueur. Alors, il nous dit au fond, la lueur, c'est pas la lumière vive, et c'est pas non plus l'opacité, ce n'est ni la blancheur ni l'obscurité, c'est le monde de l'entre-deux, c'est le monde des interstices, des failles. Euh, Au fond, on pourrait dire que elle est au jour et à la nuit ce que le murmure est à la parole et au silence. La lueur, eh bien, elle traverse les tempêtes dans un vacillement, comme une lampe tempête, comme elle se faufile entre chien et loup. Elle habite le ténu, elle aime ce qui vacille, ce qui est incertain. Elle s'inscrit véritablement dans un tremblement de sens. Et la lueur, c'est l'affaire des poètes. C'est l'affaire des guetteurs d'espérance, parfois des buveurs de nuages, des funambules. Karl nous dit toute lueur ne vit que pour son épiphanie. C'est bien de prononcer ce mot aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisque nous sommes le jour de l'épiphanie.
Et on a envie de lui dire, bah oui, Karl, tu as raison, et tout poème ne vit que pour la lueur qu'il arrive à distiller, la lueur qu'il arrive à instiller dans le monde dans lequel nous vivons. Moi, je suis vraiment très heureux que nous puissions publier ce livre en début d'année. J'attire votre attention sur une partie de ce livre qui s'intitule Le carnet de rouille. Lorsque je l'ai lu, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce carnet de rouille? Alors, Karl Noack nous dit au fond la chose suivante, les pages de la vie que nous n'avons pas tournées, que nous n'avons pas su tourner, que nous n'avons pas pu tourner, finissent toujours par rouiller. Ces pages nous obligent à ouvrir ce qu'il appelle un carnet de rouille. Alors lui va interroger dans ce livre de la lueur son propre carnet de rouille, et ce sont des textes qui sont tout à fait saisissants. Petite chose étonnante, Ariane et moi l'avons lu probablement déjà 10 ou 15 fois, ce livre, pour pouvoir le préparer et l'emmener jusque aux étals des libraires. Et bien, chaque fois pour ma part, chaque fois que je l'aurai relu, ce sont d'autres textes qui me sont apparus. Un petit peu comme ce petit mobile qui tourne autour de moi, là, derrière moi, avec justement à la lueur d'une bougie. À chaque fois, je vois miroiter des textes nouveaux. À chaque fois, un texte vient me dire ou me murmurer à l'oreille quelque chose que je n'avais pas encore entendu. Je crois que c'est ça la poésie. C'est quand le texte n'en finit pas de nous dire ce qu'il a à dire et qu'il est constamment renouvelé par l'acte de lecture. Le livre de la lueur sortira en février, très précisément le 6 février, en même temps que le livre de Marie Pavlenko. Alors, il nous reste peut-être quelques secondes pour évoquer deux titres, ou pas du tout, Anthony. Oui, Deux allons-y, titres allons-y. de mars, très rapidement. Un second livre de Maram Almasri que nous rééditons en poche. C'est son grand livre, il s'intitule Elle va nulle la liberté. Et puis, un livre de la poétesse Rome, Chaya Stoïchka, retenez bien ce nom, cette poétesse Rome, disparue en 2013, qui avait connu les camps nazis dans son enfance. Elle a été déportée à Auschwitz, à Bergen-Belsen, à Ravensbrück. Elle en est ressortie vivante. Et cette femme est absolument extraordinaire. Nous avons publié pour la première fois en France ses poèmes en édition bilingue. Ils sont écrits en allemand parce qu'elle était Rome d'origine autrichienne. Et en français, ça s'intitule Auschwitz et mon manteau et autres chants de Cigane. C'est une petite merveille et nous rééditons ce livre en poche avec un petit prix au moment où une grande exposition est consacrée à la peinture de Chaya Stoïchka au Musée des Beaux-Arts et au Musée de la Résistance de Besançon. Exposition qui durera pendant plus de 6 mois, de février à septembre 2026, donc à Besançon. Voilà pour le programme des éditions Bruno Doucet qui vous souhaite encore une excellente année 2026 en poésie. Merci à tous les deux. Je confirme pour le dernier texte que j'ai lu en grand format, qui était incroyable, notamment à travers son destin assez original. Et merci Ariane, merci à Bruno Doucet qu'on retrouvera jeudi pour son roman, parce que Bruno aussi écrit des romans. On retrouvera jeudi donc Anveville pour son roman aux éditions Emmanuel Colas. Merci à tous les deux. Eh bien, Merci. on va continuer notre traversée avec les éditions Philippe Ray à présent, avec là aussi Philippe Ray himself. Philippe, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez correctement? Il me semble vous avoir vu. Votre micro n'est pas activé, Philippe, c'est peut-être pour ça. Je- Alors, Philippe, je ne vous vois, je vous vois, mais je ne vous entends pas. Alors, on va peut-être passer à Maureen de Midoff si jamais Philippe ne nous entend pas. Ah si, il faut juste activer votre micro, Philippe, en bas à gauche. Est-ce que vous l'avez? Activer le son ou audio.
On vous voit, Philippe, hein, il n'y a pas de souci, mais par contre, on vous entend pas, le micro est coupé. Voilà, ça Voilà, y je est. crois que là, ça va. C'est bon, super. Est-ce que ça va? C'est Vous bon, m'entendez? parfait. Si vous pouvez juste tourner l'écran dans l'autre sens, comme ça on vous voit en entier et ce sera bon. Comme ça? Dans l'autre sens, tournez-le en horizontal. Ah, en horizontal? Voilà, super. Voilà. Comme ça? Parfait. Remontez un petit peu l'écran et ça devrait être bon. Voilà, super. Voilà. Et ben c'est Est-ce que là, parfait. ça va? C'est C'est bon? parfait, Philippe. C'est parfait. Bon, excusez-moi, hein. Pour ces petits soucis techniques. Bonne année à tous et bonne année, Anthony. Merci de me recevoir. On s'était vu il y a quelques années maintenant Et et je oui, suis très heureux, très, très heureux de vous retrouver. moi aussi. Voilà. C'est réciproque. Je ne sais pas de combien de temps je dispose, Vous avez une quinzaine de minutes. une quinzaine de minutes. D'accord. Moi, je vais vous présenter quatre livres de janvier et février en 15 minutes. Donc, ça va faire 4 minutes par livre. On va aller assez vite. Alors, en janvier, donc, le programme, moi, sur chaque mois, il y a un roman français et un roman étranger. Et donc, le roman français de janvier, c'est Mathieu Simonet. Mathieu Simonet, c'est un avocat, écrivain qui a écrit à peu près une dizaine de romans, au Seuil, chez Julliard, etc. Et c'est quelqu'un qui a cessé d'exercer comme avocat et maintenant il organise des ateliers d'écriture collective dans les prisons, dans les écoles, dans les hôpitaux. C'est quelqu'un de très engagé pour la littérature, quelqu'un d'assez extraordinaire. Et il a toujours écrit des romans autobiographiques et là, c'en est un encore où il revient sur la mort de son mari. Benoît, qui est mort il y a quelques années, juste après le confinement avec qui il a vécu une histoire extrêmement forte et belle. Et puis un jour, on découvre à Benoît un grain de beauté sur une partie de son corps et ça va dégénérer en cancer. Donc, Mathieu va raconter cette histoire avec beaucoup, beaucoup de délicatesse, beaucoup de sensibilité, de poésie aussi. Et puis, avec une honnêteté incroyable. Donc, on va vivre leur intimité. On va vivre aussi ce qui va se passer après la mort, parce que c'est ça qui est aussi très intéressant. Après la mort de Benoît, Mathieu va essayer de comprendre, va faire une enquête. Qui était Benoît exactement? Et il va découvrir des tas de choses qu'il ignorait totalement. C'est-à-dire comme quoi on peut passer 10 ans aux côtés de quelqu'un et totalement ignorer ce que cette personne a parfois d'assez profond. Il y a aussi autre chose qui est intéressante, c'est que il va beaucoup aller au cimetière, au Père-Lachaise, où est enterré Benoît dans une petite chapelle. Et là, il va faire des rencontres étonnantes avec les parents des personnes qui sont aussi enterrées là. Donc c'est pas du tout macabre, c'est extrêmement vivant, drôle, personnel, sensible, et c'est un livre qu'on ne lâche pas. C'est de l'autofiction certes, mais de la très très bonne autofiction qui va nous emporter vraiment au cœur de deux existences. Voilà, ça c'est Mathieu Simonet, tout début janvier. Et puis le roman étranger paraîtra vers le 15, je crois aussi, un petit peu plus tard. Il s'agit d'un roman de Meredith Hall. Meredith Hall, on avait publié d'elle il y a 2 ans un très beau roman qui s'intitulait Plus grand que le monde, qui avait très 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 bien marché. Il avait touché énormément de monde. C'était une histoire un peu de deuil dans une famille. Là aussi encore une histoire de deuil, mais que, euh, que les différents protagonistes arrivaient à surmonter. Là, en fait, c'est son premier livre qui élit sa propre histoire. Là, c'est assez bouleversant, parce que Meredith a aujourd'hui 70 ans à peu près, et elle est à l'âge de 16 ans dans les années 60. Elle vivait dans une petite ville du New Hampshire, et elle est tombée enceinte à 16 ans. À 16 ans, elle va être rejetée par toute sa ville, par la communauté à l'école, etc., par son église et aussi
par sa propre mère qui va la renvoyer. C'est d'une très très grande violence qu'elle raconte là. Et elle va donc aller vivre chez son père et sa belle-mère. Le père et la belle-mère la cachent dans la maison, puisqu'ils ont honte, évidemment, d'avoir une fille enceinte comme ça chez eux. Et Meredith va être d'une solitude incroyable dans cette maison, portant, portant son enfant, lequel enfant, à peine né, va lui être enlevé. C'est-à-dire qu'on va la forcer de signer un document de mise en disponibilité de l'enfant pour adoption. Et elle ne reverra pas cet enfant de sitôt. Donc, après, il y a des années extrêmement difficiles, d'où le titre de livre qui s'appelle Sans carte ni boussole, où elle va errer, elle va avoir des moments très, très difficiles elle va être en perdition. Et on va la retrouver un peu plus tard, euh, alors qu'elle a eu deux enfants, deux garçons d'un homme, qu'on ne voit pas dans le roman. Tout ça, elle passe un peu là-dessus, c'est une ellipse. Et lorsqu'un jour, un avocat va la contacter, il va lui dire que son enfant, le premier-né, souhaite la rencontrer. Et là, elle va rencontrer ce jeune homme. Et bon, voilà, je vais pas vous raconter tous les détails, c'est absolument poignant, bouleversant. Et ce qui est aussi très beau dans ce livre, c'est que elle va, euh, elle va pardonner à son père, à sa mère et à sa belle-mère. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper d'eux dans leur grande vieillesse, au moment où ils seront très malades. C'est assez étonnant. C'est admirable d'ailleurs, cette capacité de pardon, parce que ça peut être facile alors qu'elle a été si maltraitée par ces personnes-là. En tout cas, c'est un livre assez beau, assez bouleversant, euh, qui, euh, qui est un bel écho à Plus grand que le monde et rend cette autrice extrêmement attachante. En février, un premier roman d'une autrice française d'origine turque, Sevin Saim. Sevin est journaliste. Elle a un peu plus de 40 ans. Elle a fait de la communication, elle travaille dans la communication, pardon. Et puis elle a écrit pas mal dans Le Monde M, Libération, etc. Elle continue d'ailleurs. C'est quelqu'un de très vivant, de très 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 drôle, une énergie incroyable. Et ce roman, La fille de la colline, est a des racines autobiographiques sans l'être totalement. C'est-à-dire qu'elle a mélangé sa propre histoire à une histoire fictionnelle de son héroïne. Son héroïne s'appelle Cybèle, Sibel, et elle est née sur une colline à côté d'Ankara, comme Sévine elle-même. Et elle va vivre là une dizaine d'années. Donc, il y a trois parties dans la vie de cette femme. Il y a cette première partie, son enfance dans une société très patriarcale, très religieuse, très difficile pour les jeunes femmes à qui on ne laisse aucun avenir, on ne laisse entrevoir aucun avenir possible que celui d'être mère de famille et de ne pas beaucoup s'exprimer. Donc, heureusement, elle va partir à l'âge de 10 ans. Ses parents vont s'installer en France et là, elle pourra partir de cette société. Et puis, euh, il y a une deuxième partie dans ce livre, dans la vie de Cybèle, qui est une partie, quelque chose où elle a 18-20 ans. Et elle va se perdre dans les nuits parisiennes. Donc, elle va aller beaucoup dans des boîtes techno. Elle va avoir beaucoup de liens avec des trafiquants de drogue et aussi elle va avoir un appétit sexuel qu'elle raconte là-dedans. Alors, c'est pas sûr que ce soit la partie autobiographique de Céline, mais en tout cas, elle a imaginé que son héroïne, Cybèle, a vraiment un moment de dérive comme ça dans la vie, dans la nuit parisienne, avec des passages un petit peu durs. Et puis, il y a une troisième partie dans la vie de l'héroïne,
qui est la partie contemporaine, c'est-à-dire que c'est la partie qui est au présent. Alors, toutes ces parties s'entremêlent, hein, c'est ça qui est très beau dans sa manière de construire son livre. Et la partie au présent, Cybèle s'est mariée, elle a un enfant, un petit garçon de 2 ans, qui est entre la vie et la mort, et qui est à l'hôpital, qui on ne sait pas s'il va s'en sortir, et donc on vit de manière un peu haletante comme ça ce quotidien à l'hôpital, quotidien pendant lequel elle revient sur son passé. Euh, la fin est assez belle parce que elle comprend que si elle veut que son fils s'en sorte, il faut peut-être qu'elle se réconcilie avec les deux parties précédentes de sa propre vie, qui sont euh, des parties de sa vie qui sont assez irréconciliables d'une certaine manière, parce que c'est tellement différent, et elle va y arriver. C'est un très très beau roman, vraiment, avec beaucoup de verve, d'expressions drôles, malgré les passages un peu difficiles parfois, enfin les épisodes un peu difficiles de sa vie. Donc c'est un magnifique livre. Il sort tout début février. Et puis le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un roman canadien anglophone que nous avons traduit, euh, de Suzette Myers. Suzette a eu pour ce livre le prix le plus important du Canada anglophone, qui s'appelle le prix Giller, qui est vraiment important. C'est leur concours à eux et qui est extrêmement bien doté. Donc le livre a eu un succès énorme là-bas. Et c'est un texte extrêmement intéressant, attachant et très original. Euh, on va suivre un personnage qui s'appelle Baxter et qui est un porteur de train de nuit. Alors, les porteurs de train de nuit, ça existait dans les années 20, par exemple, enfin, fin du 19e jusqu'aux années 20, là où se passe le roman. Et ce sont des personnes qui non seulement portaient des bagages, mais en plus, pendant les trajets, ces personnes-là étaient corvéables à merci, c'est-à-dire qu'on pouvait les appeler, les passagers, les sonner à n'importe quel moment, ce qui fait qu'ils n'avaient aucun moyen de se reposer. Donc, on suit Baxter qui ne dort pas, qui est épuisé et on communie avec sa fatigue, avec son humiliation aussi, parce que évidemment, on parlait aux porteurs extrêmement mal dans ces années-là. Et pour ne rien arranger, le train va être immobilisé pendant 3 jours, parce que c'est un train qui relie Montréal à Vancouver, donc il va traverser le Canada d'est en ouest, et pendant 3 jours, il va être immobilisé. Donc, du coup, Baxter va avoir ses difficultés prolongées de 3 jours. Et ça va être extrêmement dur. Et on avance. C'est très intéressant parce que on voit aussi, il n'y a pas que lui, évidemment, on voit ce qui se passe dans le train chez ses passagers, leurs problèmes, leurs difficultés, les conflits intrafamiliaux. Et à chaque fois, on appelle Baxter pour les résoudre. Donc, c'est une sorte de suspense incroyable qui arrive parce que, en plus, Baxter est noté, les porteurs sont notés. C'est-à-dire que s'ils ont des mauvaises notes, ça va rejaillir sur leur paye, évidemment, et peut-être qu'on ne les embauchera pas de nouveau. Et il a vraiment besoin de cet argent. Et donc, on est complètement avec lui, on entre dans son monde et c'est extrêmement réussi. C'est pour cela qu'elle a eu ce prix, je pense. La narration est parfaite, elle est rapide, c'est pas un gros livre et on est pris dans quelque chose d'un peu électrique, tout en étant aussi épuisé que le héros, parce que on a une très très forte empathie pour lui. C'est ce qui fait la réussite de ce livre. Voilà. Je pense, est-ce que j'ai bien tenu les délais, C'est Anthony? parfait, Philippe, c'est parfait. Bon, Merci voilà. beaucoup. Ben, merci beaucoup et ben, bonne découverte, bonne lecture et de nouveau bonne année à tous. Merci, Philippe, à vous aussi. Merci. À bientôt. À bientôt. Et on va donc continuer avec les éditions, les ateliers Henri Duvier avec Maureen Demidoff. Bonsoir, Maureen, bonsoir bonsoir Maureen, Anthony. Merci beaucoup pour votre invitation. avec grand plaisir.
Alors, juste une petite précision, les ateliers Henri Dougier sont devenus les ateliers HD. C'est assez récent. Mais voilà, Monsieur Dougier s'est retiré des ateliers. Donc, c'est juste une petite précision sur le nom de la maison. L'ADN et le catalogue n'a pas changé. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre livre du mois de janvier, qui appartient à une collection qui est importante pour nous. C'est la collection Le roman d'un chef-d'œuvre. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu, je pense, la couverture. Au mois de janvier, voilà, l'artiste dont il sera question est Giacometti. Je voudrais dire 2 mots sur cette collection qui est très importante pour nous parce qu'elle est soutenue, on a cette chance, soutenue par les libraires, mais aussi par les musées. Et donc, on accompagne les grandes expositions culturelles à Paris ou ailleurs. C'est une chance. Et je dois dire qu'on essaie de caler aussi notre calendrier éditorial avec les calendriers culturels. Avant de commencer sur Giacometti, parce que je vais vous présenter que ce livre, mais je voudrais juste dire qu'au mois de mars, nous allons sortir dans la même collection un Matisse et un Renoir qui feront écho tous les deux à des grandes expositions, pour le Renoir au musée d'Orsay et pour le Matisse au Grand Palais. Voilà. Donc au mois de janvier, Giacometti sera notre sortie. C'est une collection qui mêle à la fois le roman et l'enquête historique, et donc chaque auteur va raconter la création d'une œuvre. Il va choisir une œuvre qu'il habite particulièrement, qu'il apprécie beaucoup, et il va raconter son histoire. Pourquoi est-ce que cette œuvre a été créée? À quel moment de la vie de l'artiste? Dans quelles conditions? Dans quel contexte historique et sociologique? Et surtout, quel accueil a reçu cette œuvre? C'est une collection où l'auteur est libre de choisir son narrateur. Alors, ça peut être évidemment le peintre ou l'artiste, ça peut être le commanditaire ou le modèle, et puis ça peut être aussi sous forme de récit. Ce que je préfère actuellement d'ailleurs, c'est de demander à mes auteurs d'avoir un récit moins romancé, dans le sens où voilà, ils expliquent l'œuvre sans rajouter trop de fiction. En tout cas, dans ces œuvres-là, il n'y a rien de farfelu. Ce sont des vraies enquêtes qui sont menées par les auteurs pour raconter l'histoire d'une œuvre. Ce qu'il reste de l'homme de Giacometti donc, a été écrit par Aurelia Cassignol-Ojeda. Ce n'est pas la première fois qu'elle participe à notre collection. Elle avait déjà écrit un ouvrage sur Nicolas de Staël. Et aujourd'hui, elle s'attaque donc à ce sculpteur et à l'œuvre de l'homme qui marche. Alors, son livre, j'ai beaucoup aimé, moi, son texte, parce que j'ai aimé sa temporalité. Ça se passe en 24 heures, et donc tout est rythmé par la lumière qui rentre dans l'atelier. On est complètement immergé. Le texte nous plonge vraiment dans l'atelier de Alberto Giacometti, qui est décrit avec précision. Elle décrit son désordre, sa lumière particulière, ses odeurs, son ambiance. Et cela permet vraiment de ressentir l'atmosphère unique du lieu qui est un véritable ventre de création. Toutes les œuvres sont personnifiées, donc les sculptures et les créations d'Alberto sont décrites comme des êtres vivants qui sont dotés de pensées et d'émotions. Et cette personnification donne une dimension très poétique à son écriture, presque mythique aussi au travail de Giacometti. Donc elle va explorer la quête artistique évidemment de l'artiste, avec ses obsessions pour la vérité, la représentation du réel, son combat aussi contre l'échec, car il sait que c'est impossible de reproduire la réalité, et son processus de création surtout va être basé sur la destruction et la reconstruction de ses œuvres. Il va passer son temps à faire, à créer et à détruire ce qu'il a créé dans la journée. Et le matin, il recommence, et le soir, il redétruit voilà, toutes ses créations. Donc c'est un processus créatif qui est au cœur du texte, avec évidemment cette insistance sur le doute et l'expérimentation. Alors l'atelier est présenté comme un espace de gestation,
où les œuvres évoluent sans cesse. Je voudrais juste vous montrer à l'intérieur de chaque ouvrage, de chaque livre, on a 2 rabbins. Donc c'est une photo là, comme c'était difficile de mettre simplement l'homme qui marche. Voilà, c'est une photo, c'est une reconstitution de l'atelier d'Alberto Giacometti à la fondation Giacometti, avec son premier homme qui marche en plâtre. Et puis l'ouvrage a un deuxième rabat enfin, voilà. Et là on a mis une photo de Giacometti avec son homme qui marche. Voilà. Alors le narrateur dans ce livre-là, c'est l'homme qui marche. Donc c'est assez original. C'est lui qui va raconter Giacometti et son processus, ce fameux processus de création. J'ai trouvé qu'il y avait dans ce texte une grande dimension humaine et universelle, évidemment parce qu'on traite de cette œuvre qui est très singulière. Et donc l'auteur a exploré les thèmes de la condition humaine, la fragilité, la résilience, l'espoir. Et tout à coup, la sculpture devient ce symbole d'humanité qui est intemporel et universel. Il a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est évidemment tous les concepts profonds de la perception de cette époque, avec le quête de sens, la lutte contre le vide, qui viennent un petit peu en écho aux préoccupations existentielles de l'après-guerre. Et surtout, à travers évidemment cette œuvre, l'artiste et l'auteur donc explorent la fragilité, la résilience, l'espoir et la solitude aussi de l'être humain. Mais c'est un homme qui est dépouillé et pourtant il continue de marcher. Voilà, il est en mouvement, il marche. Et donc il est aussi très porteur d'espoir. À l'intérieur du texte, il y a de nombreux récits d'éléments biographiques qui sont habilement intégrés donc, au texte d'Aurélia. Et ça permet évidemment de comprendre le vécu, les relations et comment les influences aussi d'Alberto Giacometti ont façonné son art. Ça explore évidemment toutes les questions de l'après-guerre, les préoccupations existentielles qui font écho aux idées existentialistes de Sartre et de Beauvoir, avec une véritable réflexion sur la liberté, sur l'échec et sur la subjectivité de la perception. Donc on retrouve dans cet ouvrage, on retrouve évidemment Annette, la femme de Giacometti, on retrouve Diego, son frère, qui a été si important pour lui, et puis Sartre de Beauvoir, et Yana Aira, qui était son ami japonais, qui était également un ami qui a posé pour lui, voilà, qui posait pour être un modèle de Giacometti. Donc c'est un texte voilà, qui pour moi a réussi à capturer l'essence de l'artiste, de son œuvre, et qui offre en même temps une réflexion profonde sur l'art, sur la vie et sur l'humanité, qui sont évidemment en résonance avec des préoccupations universelles. Alors le titre, Ce qu'il reste de l'homme, est tiré du texte de Jean Genet en 1957 de l'atelier de Giacometti, et la phrase est « Découvrir ce qu'il restera de l'homme quand les faux semblants seront enlevés ». J'aimerais vous lire un petit passage, comme je ne vous présente que ce livre, le premier chapitre, pas en entier, je vous rassure, pour vous donner un petit peu le ton de l'écriture d'Aurélia. Aube, gris cendre. Le jour se lève sur l'atelier, fine grisaille que la poussière, collée sur la verrière, filtre. Le silence du petit matin est là, profond, épais comme une ouate que parfois le merle de la cour perce de sa note stridente. Le merle d'Alberto, celui qu'il aime. Puis tout retombe, tout se rendort dans la lumière blanchâtre. Sur la longue table poussée contre le mur, un désordre, une anarchie. Pinceau en tas, bouteille d'essence, palette au gris barbouillé, pot, broc, vase, buste minuscule posé, empilé en vrac sur le bois taché. Au milieu, ses lunettes sales et cassées. Sous la table et à même le sol, entre les amoncellements de débris de plâtre,
un chaos de statues de toute taille. Partout ailleurs sur des trépieds, des tabourets, têtes, crânes, têtes encore, bustes et silhouettes, nus ou cachés sous des chiffons humides tels des sphères. Tableaux inachevés, défaits, refaits, travail à jamais en progrès. Une foule blanche endormie et bouillonnante, trésor en devenir. Un tombeau dans lequel par fulgurance, chaque jour, nous, ces objets, naissons pour le soir disparaître. Anéantis par la main du maître, pour le lendemain renaître. Dans ce va-et-vient constant, lui existe. Dans ce va-et-vient, nous devenons. Dans ce taudis, ce repère débordant de vie réfrénée, de frustration et d'angoisse, nous patientons avec, au milieu de cette désespérance, l'espoir infini de continuer demain, d'y arriver demain. Le petit matin jette sa livide lumière sur cet univers muet. Dans une brume de plâtre, laiteuses particules en suspension, cette jungle intranquille, empreinte d'un frisson nerveux, semble flotter. Moi, debout, si grand, si long, si dénudé, surplombant ce chaos magnifique, je veille. Alerte et immobile, le regard fixé sur cet inconnu vers lequel je me dirige. Je marche. Infiniment je marche. Je m'appelle Raoul, Jean ou Paul, je n'ai pas de nom et j'ai tous les âges. Enjambant le temps, je suis cette silhouette blanche et omnisciente qu'Alberto, sa vie durant, a portée en lui. Genèse lente et hésitante, inépuisable obsession. Sur sa vie je navigue, tapi dans sa cervelle et éternel témoin, pas à pas je le suis comme son ombre ou son âme. Je suis l'homme qui marche, et ma maigreur étonne. Ma vie est un vertige, ma vie est un manège. J'ai froid dans ce petit matin. Le poêle ne chauffe pas encore, ne ronronne pas encore. Cette nuit, l'eau a gelé dans les pots disposés sur le sol qui recueillent la pluie goûtant du toit de verre. Il faut protéger les œuvres, ne pas laisser l'humidité rampante les détruire. Tout semble si fragile, si précaire ici. Tant d'existence en suspension. Voilà, c'est le début du texte d'Aurélia, et c'est l'homme qui marche, donc le narrateur qui raconte cet espace de gestation où les œuvres évoluent sans cesse. Voilà, donc c'est notre livre du mois de janvier. Et puis pour mars, 2 autres suivront, mais je n'avais pas encore les couvertures, mais voilà, un beau Renoir et un beau Matisse arrivent pour compléter la collection. Voilà, je vous Merci remercie. Maureen. Merci beaucoup. Votre chat a l'air d'apprécier la présentation. Vous voyez mon chat? Oui, il est derrière. Il est là. Merci Maureen. Bonne soirée. Merci à vous. Alors, on va continuer notre traversée avec les éditions de la Contralée, justement. On va prendre la Contralée avec Benoît Véry. Est-ce que vous êtes là, Benoît? Oui, Eh bien, est-ce que c'est vous m'entendez? parfait. Bonsoir, Benoît, ravi de vous retrouver. C'est à vous pour 15 minutes. Très bien. Bah, déjà, bonjour tout le monde, ou en tout cas bonsoir. Et surtout, merci d'être là. Je vous vois très nombreuses en tout cas. Merci Anthony également pour cette invitation. C'est une belle façon de démarrer l'année, je trouve. On va finir par y prendre goût, de mon côté en tout cas. Alors pour commencer, moi je voulais vous dire 2 mots de Créer, c'est résister. Si tu as la couverture, peut-être Anthony. Créer, c'est résister de Gilles Defac, qui devrait être en librairie le 16 janvier prochain, et qui annonce un peu quelque part la couleur du programme de l'année de la maison, en tout cas, qui aura 18 ans cette année. Il y a une petite année de cela, une année presque jour pour jour, même, nous nous retrouvions à l'enterrement de Gilles Defac, qui était le créateur du Prato à Lille, un théâtre international de quartier, comme il aimait beaucoup le nommer. C'est un endroit qui était d'abord dédié aux arts du cirque, mais où Gilles se faisait vraiment fort d'accueillir de multiples formes d'écriture. Beaucoup d'auteurs et d'autrices ont pu travailler là-bas. Et en tout cas, son enjeu premier tout le temps a été d'accompagner de jeunes créateurs et de jeunes créatrices. Et dans l'idée de faire honneur à sa mémoire, en tout cas, en discutant avec Patricia, sa compagne, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire à cet endroit-là, à une époque où justement, finalement, l'accompagnement de la culture est peut-être le plus souvent remis en cause, étonnamment. Et donc, on s'est dit qu'on ferait bien quelque chose de l'ordre d'une bourse de création, en tout cas, quelque chose qui aide, qui puisse accompagner, une bourse qui s'appellerait l'Esprit de Gilles. Et tout ça s'est mis en place finalement dans le courant de l'année. Ce texte, Créer, c'est résister,
C'est le manifeste de cette bourse finalement. C'est un texte que Gilles avait écrit il y a un petit moment, qu'il a finalement souvent lu sur scène, que nous avions nous-mêmes déjà édité en 2014 dans un recueil qui, je trouve, a tout son sens aujourd'hui sous ce format-là. Quand vous achèterez ou offrirez ce manifeste, parce que ça s'offre un manifeste comme celui-là, sachez naturellement que les droits, de même que la majeure partie des bénéfices, iront alimenter cette bourse. Si vous voulez jeter un œil déjà à ce qu'il en sera de cette bourse, il y a un site qui vient d'être élaboré qui s'appelle gilesdefac.org. Je vous mettrai l'adresse dans la messagerie tout à l'heure si vous voulez. Toutes les infos sur cette bourse y figurent. Et puis ça peut vous servir éventuellement ou servir à des gens proches de vous. Si vous êtes sur l'île le 16 janvier, on fera une belle fête pour lancer ça au Prato et on sera accompagné des musiciens et musiciennes de la compagnie du Tire-Laine pour celles et ceux qui connaissent déjà. Et puis, naturellement, vous l'avez compris, hein, l'idée de ce manifeste, c'est qu'il circule, donc on compte sur vous pour qu'il trouve le meilleur écho possible. Et puis, si vous ne le voyez pas sur la table, sur le guichet, sur le comptoir du libraire, rappelez-lui que ce manifeste existe, qu'il est important qu'il circule. Et puis, il est aussi poignant que souriant, ce manifeste. On sourit beaucoup quand même en lisant ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un intérêt commun assez radieux quand même que de faire circuler ce texte. Voilà, pour créer, c'est résister. Et puis, je trouve que c'est un bon mot d'ordre pour l'année comme ça. Euh, je vous propose, moi, de passer, si vous voulez bien, au deuxième roman de Guillaume Aubin, avec Paysage vorace. Lui, il sort le même jour. Guillaume Aubin, il est l'auteur d'un premier roman que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui s'appelle toujours d'ailleurs L'Arbre de colère, euh, paru janvier 2022. Il a été repris en folio ensuite, cet ouvrage. C'était le centième à paraître à l'époque. Aujourd'hui, la maison en compte un peu plus, hein. Depuis l'Arbre de colère, Guillaume travaillait sur deux textes simultanément. L'un qui est en cours de relecture en ce moment-là, qui évoque l'histoire du Chili et plus particulièrement celle des Mapuches. Guillaume a fait plusieurs longs séjours au Chili. Il en revient tout juste là, juste en tout début d'année. Et parallèlement à ce projet en cours, eh bien, il y a ce paysage vorace, du coup, qui arrive et qui paraît donc 4 ans après l'Arbre de colère, mais c'est un peu normal finalement. C'est pas si étonnant de prendre un petit peu de temps comme ça quand on voit maintenant comment fonctionne Guillaume, hein, qui travaille toujours de façon très très documentée. Et puis il a aussi quelque chose d'assez fou comme ça, ce goût des livres un peu monde, hein. Ces livres où on va déployer un imaginaire totalement. Moi, j'entends par là que ça sous-entend que tous les codes, tous les usages, toute l'organisation, le monde lui-même dans lequel les personnages et l'histoire vont évoluer, eh bien tout ça, forcément, ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Donc 3 4 ans, c'est pas tant. Guillaume nous expliquait que ce roman, il est né suite à l'écoute d'une émission. Vous vous souvenez peut-être de Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, une émission qui traitait du comportement des papillons. Et on y apprenait que certaines espèces en imitaient d'autres pour donner l'impression qu'elles étaient elles aussi toxiques et pour se protéger des prédateurs, de fait. Et dans ce texte, vous allez voir, il y a un nom d'intrigue assez phénoménal et il est question d'une substance que tout le monde est censé avaler chaque jour, sans quoi on prend le risque de méchantes représailles. Mais ça, je vous laisse découvrir. Toujours à propos de l'origine de ce texte, parce qu'il faut que je vous donne quelques éléments comme ça, je trouve que ça en dit assez finalement. Euh, il nous écrit ça, Guillaume, en nous envoyant son texte. Et il nous écrit ces mots-là, je vous les lis. J'ai commencé par me demander si nous n'avions pas nous-mêmes des défenses héritées de nos ancêtres, des attitudes impossibles à expliquer. En d'autres termes, je me demande quelle part de notre histoire, avec un grand H, est déterminée par nos gènes ou par l'inconscient collectif, et si l'on peut échapper à ces déterminismes. Une des choses qui me frappe dans le monde contemporain, c'est l'ampleur de la désinformation, l'instrumentalisation des mots, le discrédit jeté sur les universités, le retour de ce que je considère être comme un nouvel obscurantisme. Pourquoi? Alors que les effets du changement climatique sont désormais manifestes, les mouvements écologistes se trouvent dans le même temps de plus en plus stigmatisés. Pourquoi? Alors que les violences envers les femmes sont de mieux en mieux documentées, nous assistons à une réaction masculiniste. Pourquoi, malgré la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite séduit de nouveau? Au fond,
Je crois que Paysage vorace est un roman sur notre capacité à résister, voire à nier les faits qui contredisent nos croyances. Je trouve extrêmement contemporain, moi, ce texte. Il aborde de belle façon, je trouve, de quelle manière on considère aujourd'hui la recherche et la transmission de savoir. Il aborde essentiellement des questions de genre également, d'inégalité sociale, de violence, des croyances. Donc, toutes ces interrogations animent très, 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 très fortement ce texte. Mais pour moi, le plus fascinant dans tout cela, c'est d'observer de quelle façon Guillaume va s'y prendre là. Et vous verrez que la forme et l'architecture narrative servent vraiment parfaitement le propos du texte. C'est un véritable piège narratif. C'est truffé de faux semblants. Vous pensez avoir compris quelque chose ou peut-être même déceler une forme d'incohérence. En fait, vous vous rendrez compte assez vite que vous êtes finalement assez loin du compte. Paysage vorace, je trouve qu'il emprunte beaucoup aux littératures de l'imaginaire. Moi, je crois que Guillaume est surtout un lecteur qui aime beaucoup être surpris lors de ses lectures, qu'il aime apprendre des choses de ses lectures, et que c'est ce qu'il aime offrir en tant qu'auteur également. Ça passe nécessairement par un bouleversement des repères, ça, vous allez voir dans le monde qu'il crée à chaque fois, il faut s'y retrouver, hein, bien sûr. Et puis, il y a une langue aussi, souvent au service d'une narration qui est très élaborée ici. Je découvrais hier un avis en ligne qui m'a beaucoup touché parce que c'est un peu les premiers avis qu'on a de l'extérieur, si vous voulez. Pour l'instant, ce texte, on le connaît chez nous, on l'a beaucoup travaillé chez nous, mais je vais vous le lire parce que je l'ai trouvé qu'elle avait pas mal d'humour pour parler de ça. C'est Priscilla de la librairie de Fil en Page qui se trouve à Château Arnoux. Si vous êtes par là, vous irez la saluer pour nous vraiment parce que je trouve qu'elle manquait pas d'humour en disant ça. Elle disait qu'elle avait préféré finalement sécher le réveillon et faire une croix sur les huîtres pour passer la soirée avec ce roman. Je me suis dit que c'était joli ça pour démarrer. Je vous la cite, elle dit: investi des lieux et des paysages qui vont bien au-delà de nos imaginaires, j'ai jubilé, encore et encore, de cette littérature infiniment politique, n'en déplaise aux ronchons et ronchonnes. Je me suis révolté, j'ai coléré, pensé et réfléchi au rythme de ce livre foisonnant et d'une actualité affolante. C'est un vent de révolte qui souffle avec une finesse et une intelligence d'analyse implacable et crue. Cela secoue les croyances les plus ancrées et autres petits arrangements confortables de l'ordre établi. J'ai adoré cet avis, mais non pas seulement parce qu'il est bon, mais parce que forcément, quand un texte paraît, ça reste un moment quand même important, nécessairement important pour l'auteur et l'autrice, mais je pense que vous en doutez, pour un éditeur, c'est un moment aussi qui compte. Trouver un écho qui souligne à peu près tout ce que vous avez vous-même ressenti dans ce texte, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt réconfortant, j'avais envie de partager ça avec vous. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est d'éprouver à peu près le même plaisir de lecture en lisant ce nouveau roman de Guillaume Auban. Un deuxième roman, c'est jamais anodin, c'était une grande surprise pour nous. Après L'Arbre de colère, c'était de comprendre comment Guillaume allait travailler, qu'est-ce qu'il animait, où est-ce qu'il allait nous emmener. Bah, vous savez, maintenant, il y a deux romans en cours. Un est terminé, va paraître le 16 janvier, l'autre arrivera, écoutez, peut-être l'année prochaine, allez savoir. En tout cas, tout est là. J'étais heureux de trouver cet avis parce qu'il m'aide aussi à passer, ou en tout cas faire la transition avec un texte dont je voulais évoquer un peu aussi sa parution. Je pense à Mutine, un nouveau texte voilà, merci, de Perrine Lequerec, incroyable Perrine Lequerec chez nous en tout cas. Perrine rappelle très souvent, en tout cas à chaque fois qu'il le faut, qu'elle a été recherchiste pour la télé, le cinéma ou encore pour l'édition. Et documenter un sujet, faire parler, interpréter les sources, ça c'est vraiment ce qui va distinguer son travail, qui prend assez souvent, je trouve, une forme de poétique, une forme de poésie documentaire. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, ça, à la Contralée. Et donc, comme à l'accoutumée, finalement, dans Mutine, Perrine bien, s'appuie sur des archives à propos des écoles de préservation. Ce sont ces maisons pénitentiaires pour jeunes filles, hein, où à l'époque, pour un rien, finalement, un pain volé, du vagabondage, potentiellement de l'indiscipline, mais pire aussi, le plus souvent, une lettre de dénonciation d'un frère, la tyrannie d'un père, tout ça suffisait finalement à envoyer ces jeunes filles devant la justice et au nom de la protection de l'éducation, eh bien, ces jeunes filles étaient jugées comme délinquantes et enfermées dans ces écoles de préservation jusqu'à leur majorité.
c'est qu'en plus de celui de Clermont, dans l'Oise, hein, où se déroule l'histoire de ce texte, il y en a eu deux autres d'établissements de cet ordre, des établissements laïques, je le précise, parce que ces établissements n'ont pas survécu à la Deuxième Guerre mondiale, mais euh, les instances religieuses sont jamais très loin dans ces cas-là et ont souvent pris le relais, si je puis dire, et cela a duré comme ça jusque dans les années 70. Alors bien, vous vous en doutez, discipline, maltraitance, c'est un peu le lot quotidien de ces personnes que l'on enferme dans ces lieux, hein. Mais il est arrivé que ces mauvaises filles, donc entre guillemets, eh bien résistent. Et ici, elles s'appellent Marthe, elles s'appellent Monel, Jeanne, Berthe. Elles portent finalement les prénoms de leur époque et elles sont âgées de 11 à 21 ans. Et un jour de novembre 34, 3 heures durant, ces jeunes filles vont se dresser contre l'autorité. C'est une véritable mutinerie, c'est la première dans ces lieux-là, en tout cas qui prennent cette ampleur. Et elles font entendre, en montant sur les toits, eh bien leur rire et leur chant surtout. Et c'est à cet épisode-là, spécifiquement cet épisode-là, que Perrine prête ses voix, prête voix en tout cas à ces mutines. Je l'ai trouvé passionnant ce texte pour ce qu'il nous apportait comme élément, comme information. Il est haletant aussi. Je trouve que le ressenti qu'offre la langue forgée par Perrine pour ce texte, parce qu'elle travaille toujours une langue spécifique, leurs textes sont vraiment palpables, hein. Il y a une sorte de précipité comme ça émotionnel qui est contenu dans chaque détail de cette histoire que nous livre Perrine. Et puis il y a aussi, je ne sais pas, une sorte d'élan dans ce texte. Vous finissez debout en lisant ce texte. Je trouve que c'est vraiment, elle a réussi à l'irriguer comme ça d'une énergie folle. Je trouve qu'on passe presque ces 3 heures avec ces mutines. On a envie d'elles, on a envie de les accompagner en tout cas. Je crois que vous vous souvenez, parce que c'est pas très lointain, ces révélations à propos de l'école Betaram. Eh bien, Perrine nous rappelle aussi que bien avant 2025, de nombreuses voix, finalement, de femmes s'étaient déjà élevées pour dénoncer les comportements au sein d'établissements similaires, comme les bons pasteurs, par exemple, mais qu'elles n'avaient jamais finalement été entendues, ces voix, elles n'avaient jamais été prises au sérieux. Moutine, elle le signe comme ça, hein, et elle le dit pour nous, que c'est l'histoire de nos ancêtres, c'est l'histoire de nos mères, de nos sœurs, de nos filles, c'est une révolte contre l'oubli. Et quand on voit qu'il y a encore le souhait, hein, aujourd'hui, je pense à la loi Attal, que Darmanin avait à l'époque tenté de durcir en plus, je crois peut se dire qu'on n'est pas à l'abri du retour de ces jugements, et aussi autoritaires qu'expéditifs aujourd'hui, propres à ces époques peut-être, finalement pas si loin de la nôtre, et qui génèrent toujours des comportements qui dérivent finalement souvent avec. Je voulais finir tout de même, parce qu'il faut finir, hein, en vous rappelant que vous pouvez déjà lire Perrine chez nous, avec des textes que vous avez déjà vu passer peut-être, qui s'appellent Rouge Pute, par exemple, où le prénom a été modifié. Ce sont deux ouvrages, moi, que j'estime importants, que j'essaie de rappeler à chaque fois, parce qu'ils évoquent les violences faites aux femmes de manière assez stupéfiante. Et puis, aussi, parce que c'est un gros sujet pour Perrine, la psychiatrie, un domaine sur lequel elle travaille beaucoup tout le temps, et qui nous intéresse tout particulièrement parce que, à la façon dont les pratiques évoluent dans ces institutions, eh bien, je trouve que ça donne une très belle lecture du système dans lequel, en tout cas, l'état de nos sociétés. Les deux ouvrages disponibles chez nous sont Soudain Nijinsky à propos de ce fameux danseur russe, hein, des ballets russes, et le plancher qui relate l'histoire du plancher de Jeannot, ce plancher que vous pouvez aujourd'hui retrouver dans une salle dédiée au musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et Cathy Jurado avait fait un livre d'ailleurs sur le plancher de Absolument, Jeanne. absolument. Oui, il y en a quelques-uns d'ouvrages. J'aime assez quand sur un sujet comme ça, vous pouvez croiser une multiplicité de points de vue. Euh, Elle sait aussi bien faire ça, Perrine. Jouer avec la bibliographie existante par rapport à un sujet et raisonner par rapport à ces textes-là, elle le fait assez fréquemment. Perrine, elle va nous lire sous la forme d'une lecture musicale mutine au Festival Effraction les 22 et 23 février prochains. Le 23 à la Maison de la Poésie. Et je crois que j'ai oublié de vous dire que Guillaume Aubin fêtera lui aussi la sortie de son ouvrage à la librairie L'Interstice à Besançon, pour ceux qui seront par là-bas, c'est le 11 février. Et on retrouvera Guillaume à la Foire de Bruxelles en mars, si vous passez par là. Voilà.
La suite du programme, eh bien, écoutez, elle est à l'avenant de ces ouvrages-là. C'est important pour nous, ça, de aujourd'hui mettre l'accent, en tout cas cette année, de, de choisir des textes, d'avoir fait le choix de textes qui nous offrent d'autres relations, d'autres narrations aussi, surtout, que celles qui peuvent nous être souvent plus ou moins imposées. Je trouve que c'est le cadeau de la littérature, ça. C'est aussi le cadeau que nous font les maisons d'édition qui sont là ce soir en nous donnant à lire ces nouvelles narrations à chaque fois. Je vous remercie toutes et tous. J'ai pas vu de tous, mais il y en a quelques-uns sûrement quelque part, euh, pour votre écoute. Et puis, je retrouverai la voix un peu plus la prochaine fois. Je crois que je laisse la place aux belles éditions du Sonneur, non? C'est ça? Exactement, Ah, bah, exactement. Merci Benoît. Salut Benoît. allez, Eh bien, allez, bonsoir. oui. Bonsoir Valérie Millet. Bonsoir Ravi à de te tous. retrouver. Bonsoir Anthony. Eh bien, c'est à toi. Allons-y pour le sonneur. Alors, tout d'abord, parce que c'est quand même encore d'actualité, je vous souhaite une excellente année pleine de lectures réjouissantes. Et nous allons, commencer l'année avec un texte reçu par la poste qui s'appelle L'électricité dans mon corps, écrit par Anna Livia Marchioni. Alors, ça n'est pas un premier roman. Anna Livia a publié des nouvelles et un premier roman dans une maison d'édition de l'Est. Mais c'est un roman reçu par la poste et c'est toujours une joie immense, immense quand on ouvre une enveloppe et que soudain on se dit, waouh, il y a quelque chose. Parce que là, il y a quelque chose à bien des égards. D'abord dans ce qui nous est conté. L'électricité dans mon corps, c'est l'histoire de Dany, Dany qui a 24 ans. Dany réfléchit beaucoup, 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 mais tout est branché un peu n'importe comment là-haut. Et ça lui fait parfois faire un peu n'importe quoi. Il est obsédé par plusieurs choses, Dany. Il est obsédé par le fait qu'il n'a jamais couché avec personne alors qu'il en rêve. Il est obsédé par les motos. Il rencontre une bande de, on va dire, loupards qui le font rêver avec leur moto et il rêve d'en chevaucher une pour aller plus vite que la vitesse, comme il dit, pour reprendre ses mots. Il voudrait ressembler à Pocahontas aussi, qui est une de ses figures majeures dans son enfance, dans son adolescence et dans sa vie de jeune adulte. Et finalement, et avant tout, il voudrait devenir adulte. Il y parvient difficilement. Euh, il a un entourage un peu particulier. Sa mère, qui est une espèce de caporal d'artillerie, qu'il surnomme d'ailleurs lui-même de cette façon-là. Heureusement, il y a son papa chéri, c'est ainsi qu'il l'appelle aussi, qui est un homme d'une douceur incroyable, qui fait tout pour que son fils, malgré ses différences, malgré cette électricité dans son corps, puisse parvenir à vivre du mieux possible. Et puis, soudain, au cours du récit, il y a Nico, le nouveau voisin, qui est un artiste, qui va ouvrir un nouvel univers, évidemment, à Dany. Euh, L'univers de l'art, l'univers des couleurs, l'univers du jardin aussi. Et puis, fort heureusement aussi pour Dany, il y a le lac turquoise au bord duquel il vit et au bord duquel il se réfugie quand cette électricité s'empare un peu trop vivement de son corps. Euh, Vous l'aurez compris, c'est un texte donc sur la souffrance psychique, la différence psychique. C'est le récit d'un échec thérapeutique, car Dany, tout au long du roman, revient sur ses séjours en hôpitaux psychiatriques qui n'ont rien donné, qui n'ont fait que l'abrutir, tous ces médicaments qui l'ont extrait du monde véritablement. C'est l'histoire d'un jeune homme une, qui cherche l'amour et qui cherche surtout à s'installer dans une vie qui serait la sienne, aussi curieuse puisse-t-elle paraître aux autres. C'est donc un texte sur le regard, sur comment on vit avec une différence,
comment on fait accepter cette différence ou pas, la plupart du temps. Parce qu'évidemment, arrive un moment où, vous l'aurez compris, tout ça bascule. Il y a des viols en série qui sont commis dans la région dans laquelle Dany arrive. Évidemment, 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 c'est le coupable idéal. Et il se retrouve donc pris dans cette spirale alors que, grâce à l'ouverture apportée par Nico, sa vie commençait à prendre un sens qui lui convenait et qui convenait aussi, cela dit, un peu plus à son entourage, avec moins d'électricité dans le corps. Euh, c'est un texte qui est extrêmement drôle, tout en étant tragique. C'est une écriture très particulière, car c'est une écriture à la première personne du très singulier, on va dire. Donc on est constamment euh, avec Dany, avec les mots de Dany, avec les éruptions de Dany, avec les attendrissements de Dany. C'est lui qui nous mène complètement. Et c'est pour ça que on peut vous dire que quand on a reçu ce texte-là, on a été assez bluffé par la façon dont Anna-Livia Marchionni parvient à habiter sa langue en fonction du sujet qu'elle traite. Alors, il faut savoir que elle est psychologue, elle est auteure d'une thèse dont le titre, pardon, qui pourrait être un roman d'ailleurs, est très précisément une socio-anthropologie du syndrome d'Asperger, regards obliques sur le monde moderne. Donc, on sent qu'elle sait ce dont elle parle, mais à aucun moment, tout ça n'est ni artificiel, ni pontifiant, ni édifiant même d'une certaine façon. Et elle nous fait entrer dans cette vie bousculée, cabossée, hors norme. Et je vous jure qu'il y a tellement de moments où on aimerait aller s'asseoir avec Dany au bord du lac turquoise, parce que finalement, cet homme, ce jeune homme qui est soi-disant en dehors de tout cadre, est d'une intelligence dans ses réactions, d'une sensibilité et d'une clairvoyance absolument stupéfiante. Parfois, on se demande qui est fou finalement. La mère, les flics ou lui. Et c'est ce que Anna Olivia parvient à faire, c'est qu'elle nous permet de changer nous aussi de regard. Alors c'est un texte qui nous a vraiment bousculé quand on l'a reçu, qui nous a semblé impératif de publier. Euh, alors, comme vous le savez, la souffrance psychique a été déclarée cause nationale en 2025 et prolongée en 2026 par le gouvernement. Euh, on sent là une espèce de nécessité à, à dire ce que souvent la société veut mettre sous le boisseau, ne comprend pas, ce qui fait souvent peur à la société. Et quand je dis société, je m'inclus dedans. Hein, et c'est ce qui nous a vraiment totalement happé quand on a ouvert l'enveloppe et lu les des premières pages de ce manuscrit. Donc on est c'est vraiment. Et puis, vous verrez, euh, il y a comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'humour. Il est très drôle, Dany. Et c'est pour ça que je vous disais que moi, souvent, je me dis, j'irais bien m'asseoir un petit coup avec lui au bord du lac turquoise. On ne sait pas très bien où ça se place, où ça se situe, ce roman. Pour moi, c'est aux États-Unis. Pour certains de mes camarades au sein du Sonneur, c'est dans le Grand Est. D'autres m'ont dit que c'était plutôt dans le Jura. Il y a une espèce de nature omniprésente qui est une nature qu'on peut retrouver sur différents continents, qui est très nécessaire, là encore une fois, à l'apaisement de ce jeune homme, mais à nos apaisements à tous. Donc voilà, c'est notre rentrée de janvier. Euh, on espère que il va vous attendrir autant que nous, vous faire rire autant que nous, parce qu'il est vraiment drôle, il a des formules absolument incroyables. Et on est vraiment bluffé par l'écriture d'Anna Livia, qui parvient à pénétrer comme ça un univers et un monde si particulier. Voilà, je voulais par ailleurs vous remercier parce que je sais que certains
certains et certaines d'entre vous ont participé largement au grand succès de Trois fois la colère de Laurine Roux, qui continue merveilleusement son chemin et qui trouve de plus en plus de lecteurs. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que on sait combien vos relais sont précieux et on voit surtout, on mesure leur efficacité et leur caisse de résonance. Donc, ça, c'est quand même, je voulais vous le dire de vive voix, même si à chaque fois et dès qu'on peut, et on est désolé si on l'omet de temps en temps, c'est plus par manque de temps qu'autre chose, mais on vous remercie directement dès qu'on a un moment. Euh, donc, et puis je voulais aussi vous parler rapidement de notre parution de mars, du 5 mars, La violence faite aux autres, de Marie Dosé. Marie Dosé est une avocate spécialiste, pénaliste, pardon, qui est spécialiste, qui travaille beaucoup depuis de nombreuses années au rapatriement des enfants de djihadistes enfermés dans des camps indignes en Syrie. Elle se bat pour ça. Elle a réussi à faire saisir la France par la Cour européenne des droits de l'homme, tout de même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les seuls enfants qui restent dans ces camps, ce sont des enfants français, quasiment. Même les Ukrainiens ont été rapatriés alors que la guerre sévit depuis plusieurs années en Ukraine. Euh, Dans ce texte, il n'est pas question que de ça. Il est question particulièrement de la violence instituée par le monde judiciaire aux coupables ou aux victimes. Elle exerce depuis 25 ans, Marie. Maintenant, c'est une galerie de situations, de portraits, euh, de moments où la violence du système judiciaire est venue s'ajouter à la violence des cas dont elle s'occupe. C'est un texte extrêmement nécessaire, là encore, sur cette thématique, dans une période où notre justice est mise à mal et où il nous semble vraiment crucial qu'une avocate de cette trempe-là prenne la parole sur cet aspect des choses. Donc ça, ce sera pour le mois de mars. Et puis après, on a plein d'autres trucs dont on vous parlera et qu'on annoncera sur les réseaux sociaux avec grand plaisir. Et en tous les cas, je tiens à vous dire qu'à chaque fois, je suis vraiment heureuse de vous retrouver, même si c'est derrière un écran. Mais maintenant, c'est devenu une petite habitude et réjouissante de revoir vos visages. Donc, merci encore, Anthony. Et merci à tous d'être là si régulièrement et avec autant d'obstination. Et que nous continuions d'être tous obstinés. Il va falloir qu'on lutte tous ensemble. Et je suis d'accord avec Benoît. Des soirées comme celle-ci avec des éditeurs et des auteurs qui nous tiennent tant à cœur, ça réchauffe. Oh oui, ça réchauffe, c'est clair. Merci Valérie. Ben, merci encore à vous et très bonne soirée. Merci. À bientôt. À bientôt. Et on va donc passer au sixième éditeur. Ce sont les éditions Bouclard avec Benjamin Reverdy. Benjamin, est-ce que tu m'entends? C'est bon? Tout à fait. Eh ben c'est parti, c'est à toi pour les éditions Bouclard. Bonjour. Eh bien, pour changer, bonne année. Et plein de lectures et des pales incroyables qui débordent partout. Mais ça fait un an qu'on s'est vu. C'était pour la sortie de Villa Bergamote de Mona Messine. Euh, on a peu publié cette année. On a publié un livre de photos qui était notre premier. Sur voilà, un truc sur lequel on n'était pas du tout attendu, qui est un livre photo. C'est notre premier livre photo qui est sorti il y a quelques semaines et sujet sur lequel on a été obligé de, voilà, d'accompagner notre choix puisqu'il est matiné on va dire, d'un aspect médiatique assez négatif, alors que à la base, c'est un courant qui est celui des skinheads.
qui n'est absolument pas raciste, néo-nazi. Et en fait, il y a une construction médiatique depuis voilà, plusieurs décennies. Et donc, on a sorti un livre photo sur voilà, ce que c'est la culture skinhead, d'où ça vient historiquement. Donc, notamment de la Jamaïque, des immigrés en Angleterre, quelque chose de très politisé au sens ouvrier. Je vous renvoie à une super série qui s'appelle This is England, voilà, qui montre un peu la richesse de ce courant musical, vestimentaire, et c'est des portraits photographiques de skinhead hommes et femmes en France, avec une étude sociologique qui l'accompagne pour bien expliquer voilà, cette construction médiatique qui a donné une très mauvaise image de ce courant. Et c'était vraiment un sujet qu'on voulait aborder. Donc voilà, très peu de sorties là sur 2025. Et on commence l'année 2026 avec le troisième titre chez nous de Fabrice Chillet, qui s'appelle Un Graal. Donc troisième titre après Pirate en 2022 et N'ajoutez rien en 2023. Je vais vous remettre les couvertures, ça va vous rappeler des choses sans doute, puisque Fabrice a déjà fait, je crois, deux Vlil, au moins un. Anthony, j'ai plus la mémoire, je ne sais pas s'il en a fait pour chacun des deux livres. Il en a Euh, fait un, en effet, pour... il en a fait un. ouais, C'était pour N'ajouter rien peut-être plus. exactement. Donc on est sur voilà, quelque chose autour de la fiction, du récit, l'autofiction. La collection s'appelle Tout est vrai ou presque. Donc je parle un peu des deux parce qu'il y a une connexion dans le troisième avec les deux autres et de ce personnage qui peut être Fabrice Chillet, mais pas tout à fait. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Tout est vrai ou presque. Dans le premier, c'était un portrait de pirate contemporain dans le Finistère, René Gadémer, voilà, qui est caché aujourd'hui quelque part dans les terres après avoir été en mer pendant pas mal de décennies. Voilà, rebelle qui voulait tout péter après le naufrage et la marée noire de l'Amoco Cadix. Et donc, c'était ce premier titre de Fabrice chez nous. Il est publié par ailleurs chez Finitude vraiment pour ses romans. Il en a publié trois. Ensuite, en 2023, N'ajoutez rien, où Fabrice, un personnage qui ressemble à Fabrice, se fait voler un livre à la terrasse d'un café en allant aux toilettes. C'est un livre qui a un titre des éditions de Minuit, publié en 1989, d'un auteur qui s'appelle Christian Costa. Le livre, c'est L'été deux fois. Et en fait, bah, voilà, il revient à sa table, le livre a disparu, et il se met en quête d'en trouver un nouvel exemplaire. Donc il va en librairie, on lui dit que le livre est épuisé. Il va en bibliothèque, on lui dit que le livre a été volé en bibliothèque, et il se rend compte que le livre a disparu et qu'un personnage qui s'appelle Daban en a voilà, récupéré l'intégralité du stock, considérant que c'était le livre le plus important de sa vie, n'étant pas l'auteur, mais voilà, ça renvoie à vous aussi qui êtes voilà, chez vous et qui êtes public et voilà, ou même toi, Anthony, voilà, vous avez ce même rapport au livre que ce que peut nous faire la littérature et jusqu'au point de s'accaparer un titre, considérant que c'est un titre très important. Et ce personnage les met dans des cubes en plexiglas qu'il appelle des maîtres d'Aban. Et voilà, et on part dans une quête de savoir pourquoi voilà, pourquoi il s'est accaparé un peu ce titre, ce qu'il en fait, voilà, un peu une quête. Et là, on est toujours dans le principe de la quête. Donc c'est un livre que nous a présenté Fabrice il y a quasiment 2 ans, je pense, vraiment juste à la fin de N'ajoutez rien, comme un peu voilà, un cheminement et comme une suite. Donc en fait, le personnage principal est voilà, quelqu'un de très érudit, médiéviste, et qui a travaillé sur le Graal, ce qui est vraiment le cas de Fabrice, voilà, qui a été assez avancé sur une thèse autour du Graal qu'il a abandonné en cours de route. Et ce personnage se retrouve à devenir faussaire
pour en fait rédiger la lettre que le pape Innocent III aurait envoyée à un moine au début du XIIIe siècle pour en gros passer le Graal du, du non-religieux au religieux. Voilà, considérant que les conquêtes et les chevaliers, c'était pas assez catholique et religieux, voilà, cette lettre voilà, aurait eu cet usage avec tout ce que révèle le Graal aujourd'hui, voilà, plusieurs siècles après. Et donc un commanditaire passe une commande à un personnage qui pourrait être Fabrice de cette lettre, qui évidemment est un faux. C'est voilà, c'est une cabale qui se déroule autour de cette lettre, de ce personnage qui s'appelle Marseille. Ça commence dans le fumoir de l'hôtel Lutetia. Ça passe par l'abbaye de Cîteaux. On croise voilà, un pape, Innocent III. Dans un des rabats, on a une peinture de pape Innocent III. Et dans l'autre rabat, on a un petit cliché voilà, du bar et du fumoir de l'hôtel Lutetia. Donc on est un peu dans les espaces un peu voilà, de quête, voilà, c'est presque un polar, quoi. On est autour de ce personnage qui nous raconte à la manière d'une confession à la première personne comment il en arrive à faire ce faux, pourquoi, le parcours autour. Et à un moment, il va en Bretagne, donc ça va un petit peu refaire des connexions avec Pirate. Et à d'autres moments, il y a une connexion aussi avec des personnages qui accumulent les livres, qui les collectionnent, donc avec Daban. Pour moi, c'est presque un tout, là, ces trois titres, avec un Graal. Encore une fois, c'est un très beau texte qui, moi, bon, il a été beaucoup retravaillé avec Fabrice, même si c'est quelqu'un qui souvent nous livre des premières versions. Voilà, assez subtilement menée et écrite. Voilà, on a travaillé sur certains aspects, mais dès le début, le scénario était fait. Je t'ai envoyé un petit visuel, Anthony, je ne sais pas si tu peux le partager. Voilà, ça s'est passé comme souvent chez Bouclard, dans un restaurant. Voilà, j'ai plein de bonnes adresses à Nantes si ça vous intéresse. Et puis, quand il nous a voilà, présenté, pitché le livre, comme on dit, il nous a fait schéma. Et je vous avouerai que sur le moment, ça a duré 20-25 minutes. Voilà, il nous a parlé de la quête, de la grâce, d'un certain nombre de connexions de personnages, du pape, de l'enquête, de Marseille. Il nous a fait plusieurs schémas. Je vous ai mis juste une double page. Et on lui a dit, allez, Banco, ça sera chez nous. Et puis il a déroulé son récit et on est très heureux de le publier en ce début d'année. Donc voilà, ça va sortir le 11 février chez Bouclard. Donc ça sera notre 25e titre, le troisième de Fabrice chez nous. Comme toujours, on s'est amusé au niveau de la couverture, puisque on aime chez Bouclard faire en sorte que la forme sublime le fond. Donc là, cette fois-ci, c'est une typographie qui s'appelle la Arma, qui a dessiné Thierry, qui est notre designer, qui est typographe, donc qui dessine des polices de caractère. Et la Arma, et vous allez voir, c'est assez drôle, est inspirée d'une typo qu'il a dessinée pour un club de Béour. Savez-vous ce que c'est le Béour? Eh bien, vous chercherez, c'est le Béour, ce sont des clubs en fait où des gens, donc c'est contemporain, déguisés en voilà en chevaliers médiévaux ou en voilà en fantassins médiévaux, se tapent dessus, donc ils sont protégés avec des armures, ils se tapent dessus avec les armes médiévales. Donc il y a des clubs en France de Béour, et Thierry avait dessiné une police de caractère pour un club de Béour. Et donc il a retravaillé pour faire le lettrage de un Graal, nous repositionner un peu voilà, dans cette partie médiévale, donc au XIIIe siècle, et en faire une très très belle couverture. Moi, j'en suis très très content. Je la trouve vraiment très très belle.
Euh, et voilà pour ce titre de janvier chez Bouclard. Et pour le moment, nous n'aurons pas d'autres titres cette année 2026. Du coup, je vous partage, parce que vous êtes des gens, à mes yeux et aux yeux de Clément et de Thierry, qui travaillent aussi sur Bouclard, extrêmement important, parce qu'on vous a livré plein de secrets, plein de choses, et quelque part, ça nous a apporté un peu chance. Vous avez toujours été des gens qui ont bien partagé voilà, tout ce qu'on pouvait publier, et je rejoins ce que disait Valérie aussi avant. C'est extrêmement important pour l'édition indépendante d'avoir des relais comme les vôtres. Donc on a décidé pendant plusieurs mois de ne pas publier de nouveautés. Pourquoi? Parce que comme je le disais, nous sommes à 25 titres, on est une petite maison d'édition, comme beaucoup sont invités sur votre antenne. Et on veut à un moment donné faire un point pour ne pas être à la course à la parution, c'est-à-dire travailler le fond. Et le fond, c'est une vraie richesse pour une maison d'édition. Nos titres sont accessibles partout. Ils sont encore très très mis en avant, même parfois sur des titres qui ont plusieurs années. Je pense à Fabrice, je pense aussi à Rosalie Roy-Boucher. On avait fait un superbe Lille voilà un titre qui s'appelle Alice marche sur Fabrice. Si vous avez envie, en ces temps troublés parfois, voilà, de rire, d'être surpris par une écriture québécoise qui arrache, je vous invite à relire ce titre que j'ai ici, qu'on a réédité, réimprimé plusieurs fois, voilà, de Rosalie. Donc voilà, on a un vrai fond, on a envie de le travailler, on a envie d'aider les libraires à le mettre en avant. Donc on a fait une campagne un peu de valorisation de ce fonds en 2025, on va la continuer en 2026 et on va donc faire un peu une trêve des nouveautés pour voilà, revoir un petit peu la ligne éditoriale. Donc on va garder nos marqueurs, mais on a envie de changer, de peut-être créer des nouvelles collections, changer un peu les formats. Voilà. Donc je vous livre ça. Vous êtes parmi les premiers en dehors de notre réseau, voilà, un peu resserré, à être mis au courant. Donc voilà, ça fait partie de la vie d'une maison. D'autres l'ont fait. C'est le cadre de l'Ogre qui sont souvent invités. Benoît l'a fait. Donc on est un peu dans la même réflexion pour voilà, imaginer d'autres formes. Il y a aussi une notion, ça ne vous échappera pas, un peu de rentabilité, de faire en sorte que les livres économiquement soient viables pour nous, qu'on puisse convenablement rémunérer les auteurs, les autrices, et avoir des livres qui soient voilà, accessibles. Donc c'est à tout ça qu'on veut réfléchir là pendant quelques mois. Donc on ne sait pas quand on reviendra, mais vous en serez évidemment les premiers, enfin parmi les premiers au courant. Ça va sans doute pas être très long, mais voilà, on a besoin de faire un petit break. Euh, et, euh, et par ailleurs, on reste aussi très mobilisé sur voilà, la valorisation de l'édition indépendante. On est membre de plusieurs collectifs, donc notamment en Pays de la Loire, Colibris, qui est le collectif des éditeurs et éditrices en région, aussi de la FEDEI, qui est la Fédération des éditions indépendantes au niveau national. Et on est un des membres, enfin un des éditeurs qui a copublié le recueil Débordé Bolloré au mois de juin. Et voilà, il nous tient à cœur d'avoir on va dire un positionnement qui vraiment nous semble important, au-delà de Bolloré et de ce qui est autour, de vraiment se dire que il existe un certain nombre de grands groupes et de formes de littérature et éditoriales différentes, ce qui sur le papier ne pose pas de problème, mais d'un côté, il y a aussi des velléités et des choses qui ne nous plaisent pas dans l'approche qui peut être faite, et aussi bah voilà, un positionnement et à notre sens l'importance de dire que l'édition indépendante voilà, est une chance et est un vivier qu'il faut vraiment aider. Donc je vous repasse le message au nom de toutes les maisons d'édition, notamment du collectif et aussi des collectifs régionaux. On a vraiment besoin d'être aidé dans une période assez difficile, notamment pour la culture. Et ça a été le cas il y a un an où, par exemple, la région Pays de la Loire a totalement abandonné ses aides à la culture et notamment aux livres.
et de se dire que voilà, c'est une chance, qu'il faut qu'on ait des lecteurs et des lectrices, des gens qui parlent de nos livres, qu'on puisse avoir voilà, des temps d'échange pour que l'édition indépendante puisse vivre voilà, dans une période où voilà, il se passe tout un certain jeu voilà, de plaques tectoniques et voilà, on veut vraiment aussi contribuer à notre manière à cette, voilà, cette valorisation d'un écosystème, ce qu'on appelle la bibliodiversité. Donc on y travaille là au sein du collectif, on publie pas mal de choses sur nos réseaux à ce propos. On a monté un festival qui va sans doute, je l'espère, être réitéré l'année prochaine à Nantes, ça s'appelle Vivons Livre, donc salon de soutien à l'édition indépendante, qui a lieu au mois d'octobre, qui a vraiment très bien fonctionné. Il a eu la même initiative à Paris quelques semaines avant, en septembre. Et je pense que je vois des petits hochements de tête, certains et certaines sont peut-être allés, Sandra notamment. Donc voilà, on est dans cette démarche-là de faire corps aussi avec nos confrères et nos consoeurs qui souffrent. En région Pays de la Loire, on a perdu une dizaine d'éditeurs là sur quelques mois. On est passé de 55 à 45. Donc c'est vous dire la complexité et l'urgence qu'il y a vraiment à continuer à lire, à en parler aux libraires, aux bibliothécaires et aussi leur retour, l'importance du travail des libraires à ce titre-là. Donc tout ça est fait aussi parce que voilà, on a des connexions entre éditeurs et éditrices qui avons ce même questionnement de pourquoi éditer aujourd'hui. Ça a été dit par Bruno Doucet au tout départ de cette soirée et ça va dans le même sens. Donc voilà, on est dans cette réflexion-là. C'est ce qui nous amène aussi à faire un petit break pour savoir pourquoi on édite, voilà, dans quel état d'esprit pour ne pas sortir des livres dans voilà, dans un tunnel où il y a quand même pas mal de sorties et de vraiment bien les accompagner, de ne pas faire n'importe quoi, d'accompagner nos auteurs-autrices et essayer de bien faire les choses. Donc voilà le petit message que je voulais vous faire passer au-delà de la sortie de Un Graal, donc le 11 février. Et voilà. Et si peut-être, Anthony, je sais pas comment je suis en temps. Oh, tu l'as dépassé depuis déjà Allez, longtemps. salut! Euh, Fabrice fera une lecture pour la nuit de la lecture le 21 janvier au château de Nantes, dans une salle médiévale. Donc on a été invité et je trouve que l'expérience va être hyper intéressante. Et voilà. Et je vous remercie encore et je laisse la parole à mon ami Guillaume, la cerise sur le gâteau. Et comme je lui disais par SMS, je dirais même le kirsch sur le gâteau. Voilà. Avec toi, il y a toujours des petits effets culinaires. On sait que tu es. Voilà. On Allez, sait. merci beaucoup, bonne Merci soirée. beaucoup, Benjamin. Merci, merci. Et merci pour ce point sur l'édition indépendante, en effet, notamment en Pays de la Loire, qui a beaucoup souffert. Et donc, on va finir en effet avec les Monts Métallifères, une maison que j'apprécie aussi particulièrement. De toute façon, j'apprécie toutes celles que j'invite. Mais on va finir donc avec Guillaume Meller. Est-ce que tu Eh m'entends, ben, Guillaume? je t'entends, Eh ben, Anthony. c'est C'est parfait. tout bon. Eh ben, écoutez, bonsoir tout le monde. Très heureux de revoir pas mal de visages connus. Merci pour cette invitation. On n'a pas envie de considérer comme rituel, mais voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir présenter les livres sur Vlil. Donc moi, l'année 2026 ne va pas commencer dans la joie, cette année qui n'aura pas tenu longtemps ses promesses d'espoir. Donc dès le 9 janvier, ça va être une année qui va être marquée par le plomb, notre collection de plomb PB82, qui est donc la collection Feel Bad qui a commencé en 2023 avec ce livre de Thomas Ligotti. Donc, la collection de plomb qui a donc cette caractéristique visuelle aussi d'avoir des jaspages. C'est pour ça que je montre les bouquins. Ensuite, il y a eu Viande, pour rappel, de Martin Arnicek, dont je vais vous reparler. Puis Gagner sa mort, roman argentin censuré par la dictature de Videla, qui est sorti de Griselda Gambaro. Et le 9 janvier prochain sort conjointement Albin donc de Martin Arnicek, le deuxième roman de l'auteur de Viande, en même temps que l'édition Poche de Viande, puisque les 4000 exemplaires de Viande ont été atteints et que le livre est désormais en rupture
de stock. Pour vous présenter rapidement Martin Arnicek, à celles et ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas croisé ces livres-là, donc c'est un auteur tchèque qui est né en 1953 et qui a écrit ces deux romans, Albin et Viande, à la fin des années 70, alors qu'il était encore jeune. Il avait même pas 30 ans, et il les a écrits en pleine période de normalisation. Donc la normalisation, c'est une période dans la Tchécoslovaquie communiste de durcissement du régime et de contrôle idéologique et social qui fait suite au printemps de Prague. Donc c'est une surveillance accrue, une répression accrue, de la censure, du contrôle, etc. Et Arnicek alors lui il se décrit lui-même comme un voyou, une petite frappe. C'est quelqu'un qui allait en maison de correction, qui a simulé la folie pour pas faire l'armée, qui consommait de la drogue aussi. C'était quelqu'un qui traînait dans les milieux alternatifs underground du Prague de l'époque. Et donc, il a écrit ces deux livres-là qui ont circulé longtemps sous le manteau. Il les a écrits très très vite et ils circulaient après en samizdat, c'est-à-dire ce sont des éditions pirates. Et ces deux livres-là ont été publiés conjointement en 1981 chez 68 Publishers, qui est une maison d'édition basée à Toronto, au Canada, qui a été fondée par le couple Chvorecki, qui sont des intellectuels tchèques et qui publiaient en tchèque la littérature interdite. Donc, ils ont été parmi les premiers éditeurs, notamment de Kundera, de Václav Havel, etc. Et dès que Viande et Albin ont été publiés chez 68 Publishers, Arnicek il a été classé comme dissident. Il a fait l'objet d'une répression accrue, d'un harcèlement accru, et il s'est exilé en Allemagne pour devenir infirmier psychiatrique. Et là, il a quasiment arrêté d'écrire. C'est quelqu'un qui ne se vit pas du tout comme un écrivain et qui a écrit ces deux livres-là vraiment dans l'urgence. Alors, ces deux dystopies assez radicales. J'avais présenté Viande ici, mais je vais en redire un mot. Viande, dans Viande, il imagine une société dans laquelle il ne reste plus animaux. Oula, ça sort pas très bien, mais en vrai, c'est magnifique. D'ailleurs, la maquette de la collection PB82 est dessinée par Yokna, l'agence de Bouclard. Voilà, c'est Benjamin, Thierry et Clément qui ont dessiné la maquette de la collection. Donc, dans Viande, une société dans laquelle il n'y a plus ni animaux ni végétaux, et la seule chose qui reste à manger est la viande humaine. Et le narrateur de Viande se voit brusquement, il perd son droit des tickets de rationnement parce que cette viande, elle est échangeable moyennement des tickets et elle est disponible sur une grande boucherie centrale, des halles, et elle est classée en trois classes. Donc, il y a la première classe, la viande à peu près fraîche, deuxième classe, et puis la troisième classe, c'est la viande complètement faisandée, la viande pourrie. Donc, il y a un système de hiérarchisation sociale très forte qui donne accès voilà, à cette viande humaine. Évidemment, pour achalander ces étals, il faut bien qu'il y ait des morts. Et donc, c'est une société ultra répressive aussi où la moindre infraction est punie d'un abattage immédiat. C'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose qui sort un peu des normes, il y a des policiers qui arrivent avec des pics, mais les gens ne connaissent pas eux-mêmes forcément les lois de cette société-là. Ils sont abattus, les bouchers arrivent, on débite leur viande et ils sont envoyés sur les étals. Et donc on a l'impression que ça va être un livre très très gore, mais en fait ce qui est assez fort dans Viande, c'est que donc c'est un monologue. On est dans la tête de ce personnage qui a perdu son droit à des tickets de rationnement, qui a perdu aussi son droit au logement, et il va être obsédé à l'idée de trouver de la viande. Et le moyen qu'il va essayer, qu'il va tenter, c'est d'aller dans les halles, dans cette grande boucherie centrale, et là il va avoir la perspective, la possibilité de devenir un délateur professionnel. Il comprend qu'en fait, il y a tout un système de délation qui s'est mis en place dans cette société et qu'il y a des gens qui s'appellent les... j'ai oublié, pas les bons à rien, mais quelque chose comme ça, et qui ne font rien, mais qui en fait sont des délateurs professionnels et qui obtiennent de la viande sous le manteau. Ce qui est très puissant dans Viande, je disais, c'est que ce n'est pas en fait un livre trash, gore, il n'y a pas des descriptions de cannibalisme, etc. Parce que c'est le narrateur a parfaitement accepté les règles de cette société. Il ne remet absolument pas en cause le fait qu'il faille, pour survivre,
se nourrir de viande humaine. Il ne remet pas du tout en cause l'existence de la police, l'existence des tickets de rationnement, etc., etc. Il ne remet pas du tout en cause non plus la possibilité de la violence physique. C'est-à-dire que quand on a trop faim, bah, ma foi, on peut s'en prendre physiquement à quelqu'un pour essayer de le manger, quoi. Et donc, on est dans la tête de ce personnage qui est obsédé par la viande et qui va juste essayer de trouver des moyens de se procurer de quoi survivre. Et donc, c'est une espèce de monologue comme ça enfiévré qui rappelle à bien des égards fin de Knut Hamsun, c'est-à-dire que c'est vraiment un monologue presque sur la folie, presque sur l'addiction, beaucoup plus que sur le cannibalisme, le gore, la violence, etc. Et la grande originalité de Viande, et ça sera aussi le cas dans Albin de Martin Arnicek, c'est que, comme je l'ai dit, le personnage principal, contrairement à dans beaucoup de dystopies, comme dans 1984 par exemple, le personnage principal n'est pas un rebelle, n'est pas un révolutionnaire. Hein, souvent, dans les dystopies, on suit quelqu'un qui va représenter nos idées à nous, qui va représenter nos valeurs, notre morale, et qui va essayer de les défendre contre ce monde-là, et on va pouvoir s'identifier à ce personnage-là. Là, dans Viande, il n'y a pas d'identification possible puisque ce personnage-là ne remet absolument rien en cause. Absolument, absolument rien en cause. Et évidemment que ça en fait un livre particulièrement intéressant pour nous à notre époque, c'est-à-dire comment est-ce que nos valeurs, notre système de valeurs, notre morale sont conditionnés, disons, par la culture dans laquelle on a vécu et comment est-ce que on peut, nous, légitimer l'injustifiable et légitimer la violence, la barbarie, la cruauté, le cannibalisme. Voilà. Il n'y a rien en fait qui ne puisse pas être légitimé socialement, semble nous dire Arnicek. Donc ça, c'est pour Viande qui suit donc un personnage qui est tout en bas de l'échelle dans une société qui est complètement effondrée, hein, il ne reste plus rien, c'est juste voilà, des gens qui errent et qui se font abattre par une police. Et dans Albin, on est dans une société dystopique qui est en quelque sorte un préquel de Viande, si on peut dire, même si Arnicek ne veut pas en parler comme ça, mais c'est une société dans laquelle le problème principal est la surpopulation. Donc il y a vraiment des foules d'humains. Et pour lutter contre la surpopulation, la société a mis en place ce qu'elle appelle la dévitalisation. Donc on avait des abattages dans Viande et dans Albin, c'est la dévitalisation, c'est-à-dire qu'il y a un âge au-delà duquel vous êtes dévitalisé, c'est-à-dire vous êtes abattu. Donc c'est 50 ans pour les hommes, 45 ans pour les femmes et 40 ans pour les femmes qui ont eu un enfant. Que cet enfant ait vécu ou pas, peu importe. Et cette loi-là s'applique à tout le monde, y compris les dirigeants. Voilà. Personne n'échappe à cette règle-là. On comprend que, évidemment, ces morts, ils sont convertis en matière première. Là, il y a juste un passage où Arnicek dit qu'ils deviennent matière première, et on se doute évidemment que c'est matière première alimentaire. Dans cette société, il faut donc accepter ou continuer à perpétrer un système de mort industrialisé, hein, puisque c'est chaque jour des millions et des millions de gens qui sont envoyés à la mort légalement. Évidemment, la cruauté, la violence, la méchanceté, l'absence d'empathie, la dureté deviennent les valeurs cardinales. Quand s'ouvre le roman, on va se retrouver dans une famille de prédicateurs, c'est-à-dire un couple d'opposants, les derniers opposants au régime, qui sont encore tolérés et qui professent des valeurs plus conformes aux nôtres. Et ils décident de donner naissance à un enfant dans l'idée qu'il va pouvoir sauver cette société, qui va être le grand libérateur et qui va rétablir un monde d'amour, de partage, etc., etc. Donc évidemment, hein, la mère d'Albin perd 50 vies, vous l'avez compris. Sauf qu'il s'avère que malheureusement, Albin n'est pas du tout un libérateur plein d'amour, mais qui s'avère au contraire particulièrement doué pour la cruauté. On peut même dire que c'est une sorte de génie du mal, puisque très tôt, il commence à torturer un chat. Et Albin, il a une deuxième caractéristique, c'est qu'il est extrêmement beau et extrêmement séduisant. Or, dans cette société-là, le pouvoir est partagé par des gens qui sont homosexuels. Il y a quelque chose de très étrange, c'est que ceux qui ont le pouvoir, ce sont des gens donc, qui savent qu'il faut lutter contre la surpopulation et qui donc valorisent une sexualité non procréatrice. Et donc l'homosexualité est quasiment obligatoire dans les classes dirigeantes. Albin, très tôt, va être repéré parce que c'est une société où les adolescents sont envoyés dans des espèces de... Ils subissent des tests
où on va repérer lesquels sont les plus méchants, les plus violents, avec un test de dureté du regard, par exemple. Et on va recruter voilà, tous les adolescents les plus cruels. Euh, et Albin, qui est à la fois exceptionnellement cruel et exceptionnellement beau, va grimper petit à petit dans les échelons de cette société. Et en fait, tout le roman va raconter la progression hiérarchique d'Albin dans cette société absolument atroce. Il va notamment mettre en place de nouveaux systèmes de dévitalisation. Il y a des nouveaux systèmes de dévitalisation particulièrement cruels qui permettent de gagner des points, gagner du prestige. L'objectif d'Albin étant d'être rien que moins que le président du Parti mondial, qui est le grand parti qui dirige la planète entière. Sauf qu'en fait, c'est un monde dans lequel les règles changent rapidement et Albin va malheureusement faire l'expérience de l'instabilité de cette société. Donc voilà, on a vu que dans Viande, on était tout en bas de l'échelle. Là, dans Albin, on va suivre quelqu'un qui est tout en haut de l'échelle et qui va aspirer à être l'homme le plus puissant au monde. Et comme dans Viande, évidemment, il n'y a aucune remise en question des valeurs de cette société. Au contraire, Albin s'appuie sur vraiment tous les critères, tout ce qui est mis en avant, il le chérit, il le nourrit. Il est d'une cruauté atroce avec ses parents, qui prend un malin plaisir à torturer psychologiquement et physiquement. Et donc voilà, ces deux livres qui sont pour moi importants aujourd'hui dans notre époque parce que c'est des livres qui parlent de ce qu'on pourrait appeler la banalité du mal, c'est-à-dire d'un mal qui est normalisé socialement et qui est accepté. Euh, Dans un cas, tout en bas de l'échelle, et dans un cas, la cruauté et la violence étatique, politique, puisque Albin veut avancer coûte que coûte, et tant pis si il doit pour cela avancer sur des montagnes de cadavres. Et c'est évidemment un livre d'une assez grande actualité. Et il me reste une minute. Je vais peut-être pas Voilà, parler. tu es en dernier, Guillaume, tu as carte blanche, hein, tu peux y aller, hein. Oh bah attends, les gens ont quand même faim, même si j'avais parlé de viande. Je vais peut-être parler très très brièvement de Teatro Grotesco pour Mars, puisque c'est toujours dans la collection PB 82, toujours avec un dessin du Ludovic de Burn. Donc c'est le deuxième livre qu'on publie de Thomas Ligotti, ce qui est pour nous Teatro Grotesco. Je dis pour nous, c'est pour moi, je sais pas pourquoi je dis pour nous. Ah si, c'est pour Fabien Courtal aussi, le traducteur, évidemment, je suis bête. Le livre le plus important de Ligotti, qui est un recueil alors pas un recueil de nouvelles, un livre de contes on va dire, livre de contes horrifiques que je voulais publier dès le départ. Mais j'ai commencé par publier Mon travail n'est pas terminé, qui est un roman de Ligotti, le seul roman de Ligotti, parce que je me suis dit que le format roman était une meilleure porte d'entrée pour le public et le lectorat francophone qui est assez peu friand de nouvelles. Et On puis, a juste, Guillaume, pardon? pardon-moi, on a juste demandé si mon travail n'est pas terminé, allait être réédité. Mais je crois Ah qu'il est oui, encore alors disponible. mon travail n'est pas terminé, va être réédité en même temps en poche chez Rivage Imaginaire, voilà, qui a déjà fait Chant du cauchemar et de la nuit, le premier volume de Ligotti. Voilà, je vais peut-être refaire une édition grand format de Mon travail n'est pas terminé pour les gens qui voudraient avoir toute la collecte PB 82. Peut-être que ça va devenir un peu collector. Et donc, voilà. Mais Ligotti, un personnage très très atypique, un peu paranoïaque, ça a pris 3 ans. Ça a pris ouais, quasiment 3 ans pour que j'obtienne les droits de Teatro Grotesco. Il a fallu, voilà, il a coupé son internet, son téléphone. Il a fallu que je reprenne contact via un éditeur américain. Donc ça sort en fin mars. Et je dis un mot très très bref pour conclure un peu un teasing. Je travaille depuis 2 ans maintenant avec Sébastien Cagnoli, traducteur du finlandais, sur un livre qui s'appelle Neuromaniac, qui est un livre que je veux publier depuis quasiment le début de la maison d'édition, hein, une espèce de roman culte. C'est un faux mémoire de neuropsychiatrie, une fausse étude de neuropsychiatrie sur la schizophrénie, qui se déroule dans la tête d'un schizophrène et qui est un livre dont vous êtes le héros.
Voilà, donc le lecteur joue le rôle du double personnage dans la tête d'un schizophrène dans un hôpital psychiatrique de Turku en Finlande, et on est amené à prendre des décisions pour ce petit personnage dans la tête du personnage principal. Et donc c'est un livre complètement délirant, c'est un livre énorme qui va faire 800 pages, donc un projet très considérable qui sortira en août prochain. Donc, ça sera la première fois que je vais vraiment jouer le jeu de la rentrée littéraire avec un projet que je peux décrire comme le projet littéraire le plus fou depuis La Maison des Feuilles de Danielewski, qui était sorti chez Toussaint Louverture. Et ça sera aussi une maquette, une mise en page de Yokna, de l'agence Bouclard. Donc, on va faire quelque chose de très beau, de très singulier et de complètement fou et assez audacieux. Voilà, moi je suis pas du tout comme Benjamin dans la mesure et le retrait, je suis dans l'exubérance et le potlatch. Voilà. Merci. Sébastien Cagnoli, qu'on avait reçu en Vlil, notamment pour sa traduction de O de Ah Lucanen bah au Castor Astral. Ouais. ouais, un autre Ça morceau. remonte déjà à quelques années. Merci infiniment, Guillaume, et merci Merci à à tous tout le les monde. éditeurs ce soir présents et une super confraternité que j'ai adoré. J'ai apparemment bien choisi la programmation. Merci infiniment à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et Merci beaucoup, Bonne Anthony. soirée, à Merci, vous. au merci revoir. Guillaume et bravo pour ces titres incroyables. Voilà, merci à tous et merci Merci vraiment beaucoup. pour ce bon moment passé ensemble. C'est un plaisir partagé. Merci à tous. Au Belle revoir. soirée. Au revoir tout le monde.